Bonsoir et bienvenue dans votre émission bimensuelle du mercredi avec les dealers de sciences, sur les ondes de Radio Campus Bordeaux 88.1. Et aujourd'hui, on vous amène dans un bar de pirates. Préparez-vous à nager en eau trouble pour découvrir les merveilles des animaux marins. Arr, arr, 1000 milliards de mille sabords. Les goélands ont encore dégobillé devant le bar. Sale bête, on s'en ira les dézinguer après le service. Mais là, on doit ouvrir le portique. Je vois déjà nos poivrons frétiller sur le guano. Arr, ces maudits pirates, toujours pressés de s'enivrer après leur grand voyage. Pas de brol, une pinte de blonde. Et cette fois-ci, pas que de la mousse, sinon c'est moi qui vais te scalper avec mon sabre. Et une deuxième. Allez, œil de verre, aide donc ton frère et serre-nous bien. Tu nous seras richement récompensé. Oh là, compagnon, comment allez-vous? Bah, pas plus, pas moins. L'important c'est l'essentiel. Qu'est-ce qui vous amène? Le soleil est encore bien haut. On est sur un bon coup, l'ancien. On a rendez-vous avec un moussaillon qui va nous apprendre sur l'écologie des communautés estuariennes et marines. Oh, pas mal. Tenez vos breuvages. Ma foi, je serais ravi d'entendre ce qu'il y a à dire. En parlant de nouvelles, j'en ai entendu des pas mal. Laissez-moi vous en parler avant l'arrivée de votre savant. Tu connais les orques Wiki et Kaijo? Tu veux parler des orques du parc aquatique Marineland? Oui, le parc a fermé récemment, et afin d'éviter le transfert des deux animaux vers d'autres parcs d'attractions encore moins réglementés, un projet de sanctuaire a été envisagé par Sea Shepherd France. Où serait ce sanctuaire? En Grèce ou en Italie, il servirait de zone d'accueil aux orques et à d'autres cétacés du parc aquatique. Étant élevés en captivité, ils ne peuvent pas se nourrir seuls dans la nature. Où en est le projet? Le projet a été présenté à la ministre de la Transition écologique, et elle le soutient. Maintenant, c'est à elle d'aller le présenter à ses homologues européens. Eh bien, j'espère de tout cœur que tout terminera bien pour ces cétacés. Autre chose, des nouvelles de Fukushima. Le démantèlement des réservoirs d'eau de la centrale a démarré vendredi dernier. En quoi est-ce important? Il y avait beaucoup d'eau stockée? Ah ça oui, ces réservoirs ont servi à stocker plus d'1 million de litres d'eau contaminée. Cette opération doit remplacer ces réservoirs par des débris nucléaires. Cette étape est essentielle dans le projet de démantèlement global de la centrale. Il doit y en avoir des débris nucléaires. Ça oui, 880 tonnes de déchets radioactifs particulièrement dangereux qui seront extraits des réacteurs accidentés. Le retrait total de ces réservoirs est prévu avant mars 2026. Elle est devenue quoi cette eau? Elle a été traitée à l'aide du système ALPS, système avancé de traitement des liquides, pour en diminuer la radioactivité, pour enfin être rejetée dans l'océan Pacifique à partir d'août 2023. Le Japon et l'Agence internationale de l'énergie atomique assurent que cette eau ne nuit pas à l'environnement. Eh bien, bon courage pour la suite. Je sens qu'il faudra encore du temps avant d'en finir avec cette centrale. Voilà, votre homme est arrivé. On vous laisse tranquille, on a nos piliers de bar à approuver. Bonjour Enrique. Bonjour. Vous êtes actuellement directeur de recherche à l'INRAE et spécialiste des écosystèmes côtiers et des estuaires. Après une formation en biologie et mathématiques appliquées à l'Université de Lisbonne, vous avez mené une carrière de professeur dans cette même université. Puis vous avez été directeur de centre de recherche en océanographie. Aujourd'hui, vous êtes basé sur Bordeaux et vous travaillez avec votre équipe sur les effets du changement global sur les milieux côtiers. Vous développez des outils pour mesurer leur évolution, anticiper les impacts, proposer des solutions durables. Merci de nous accorder votre temps ce soir. Merci à vous. Alors, ma première question, c'est est-ce que vous pourriez nous expliquer votre thème de recherche en quelques mots? Alors, mon thème de recherche, c'est surtout sur le fonctionnement des écosystèmes marins. Donc, le but, c'est comprendre comment les zones côtières, les estuaires, la mer en général fonctionnent. Qu'est-ce que ça veut dire? Combien d'espèces on peut avoir? Quelles sont les interactions entre les espèces? Quel est l'impact de l'homme sur ces espèces? C'est un peu tout ça. Et pourquoi vous êtes intéressé à ce domaine d'études en particulier? Alors, depuis mon jeune âge, j'aime beaucoup la mer et tous les organismes marins sont un peu mon but au niveau de savoir un peu plus sur leur vie. Ok. Merci. Vous avez récemment publié un article qui s'intitule « Modification de la distribution des poissons due au changement climatique dans l'Atlantique Nord-Est, utilisation d'une approche de filtrage hiérarchique sur les espèces opportunistes ». Quelles sont les espèces que vous avez étudiées et pourquoi avoir ciblé ces espèces particulièrement? Alors, ce travail, il est sur des espèces qu'on dit qui sont des espèces qui utilisent les estuaires comme zone de nourricerie. Ce sont des espèces marines comme la sole, le bar, le maigre, etc., qui se reproduisent, qui font leur vie en environnement marin, qui se reproduisent en mer, mais après les juvéniles, les larves d'abord et après les juvéniles, se concentrent dans les estuaires. Le but de ce travail, cet article, ça a été un peu projeter un peu les conditions
climatique qu'on va avoir dans 50 ans, 100 ans, pour savoir si les nourriceries sont toujours adéquates pour ces poissons. Et justement, dans cet article, vous avez fait des prédictions, comme vous l'avez dit, quant à ces populations de poissons. Quelles sont-elles et comment avez-vous procédé pour les avoir ? Alors, un des effets du changement climatique sur les poissons, c'est un peu comme nous, c'est changer un peu notre distribution spatiale en fonction de la température qu'on aime avoir. Donc les poissons font exactement ça. S'il fait trop chaud, ils vont vers le nord pour avoir des eaux plus froides. Donc au niveau global, dans la planète, on note un peu cette migration vers les pôles due au changement climatique. Donc les espèces adaptent un peu sa distribution en fonction de ce qu'on appelle niche thermique, donc ce qu'elles aiment avoir comme température. Ça entraîne un changement au niveau des interactions prédateurs-proie, compétiteurs, etc. Parce que si on bouge, on peut trouver d'autres espèces, ou pas les espèces sur lesquelles on se nourrit, par exemple. Donc cet article, c'est un peu ça. Il va faire une estimation de qu'est-ce qu'on peut avoir comme distribution de ces espèces en 2050 ou 2100, et après voir les impacts au niveau fonctionnement des écosystèmes côtiers. D'accord. Est-ce que ça peut provoquer des déséquilibres dans les populations et créer des problèmes de population, des espèces en voie de disparition, tout ça ? Oui, bien sûr. Alors, on peut tout faire et il faut que la société se bouge pour faire éviter qu'on arrive à des chiffres particulièrement dramatiques au niveau même humain. Mais il faut aussi... La nature et l'environnement, il va s'adapter. En fait, les espèces vont s'adapter. L'extinction d'une espèce, ça peut être une adaptation. Bon, c'est un peu naturel. Ce qu'il faut éviter, c'est que l'action humaine a une interférence, grande interférence, ou même énorme sur ça. Donc, ce qu'on peut faire avec ce travail, ou ce genre de travail, c'est avoir des pistes pour atténuer un peu les effets du changement climatique et anticiper, par exemple, les interactions avec l'homme, savoir si une pêcherie qui est basée sur une espèce, elle va avoir un déclin parce que cette espèce, elle ne va plus être abondante comme dans le passé. Ok. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste sur le sujet ? Alors, il a un côté optimiste et un côté pessimiste. L'optimiste, c'est que je pense que nous sommes quand même très inventifs dans le sens des solutions. Donc, je pense qu'on va trouver toujours des solutions et une façon de nous adapter à un nouveau environnement. Par contre, je vois avec pessimisme tous les démarches, même les chiffres qu'on va atteindre, etc. Donc, je pense qu'on ne fait pas les actions qu'il faut pour réussir à avoir ces scénarios plus raisonnables. Et est-ce que vous avez déjà vu du coup des adaptations d'espèces, comme vous en parliez tout à l'heure justement, face à ces changements ? Alors, oui, à des échelles. Donc, il y a quelque chose qui change au niveau des décennies, par exemple. Donc, même dans l'Atlantique, il y a un changement énorme, par exemple, dans certaines espèces de plancton, les espèces plus abondantes. Donc, il y a un changement qu'on appelle phénologie. En fait, le cycle des saisons, il est en train de changer. Donc, ça veut dire que quand un poisson se reproduit et les juvéniles apparaissent dans l'environnement, ils n'ont pas la nourriture habituelle à un moment donné, parce que ça a changé. Donc ça, il y a plein d'articles scientifiques qui montrent un peu ça. Après, il y a une autre échelle temporelle, c'est est-ce que un peu la sélection, la génétique, elle va être plus favorable ou pas à des espèces. Il y a des études sur ça aussi qui montrent que ça dépend beaucoup des espèces et des pressions humaines. Donc, c'est l'intensité de ces pressions. Donc, vous avez vu des disparitions d'espèces suite à ça ? Alors, il y a disparition au niveau local, il y a pas mal. Donc, ça veut dire que pour ces migrations un peu en fonction du changement climatique, il y a certaines zones qui ont perdu certaines espèces, mais par contre, elles ont gagné d'autres. Donc, il y a c'est pas un équilibre, mais il y a un changement au niveau du cortège d'espèces. Et après, il y a des disparitions complètes d'espèces. En général, elles ne sont pas complètement liées au changement climatique, mais plutôt, comme vous l'avez évoqué, le changement global. Donc, un ensemble de pressions humaines, donc c'est le climat, mais c'est aussi
la pollution, c'est aussi la perte d'habitat, c'est aussi la pêche, etc. Donc en général, c'est ce cocktail de facteurs humains qui accentue beaucoup la pression et fait l'extinction des espèces. Et aussi une question, quelle est la particularité justement de ces espèces estuariennes que vous évoquiez? Alors, un estuaire, c'est un environnement très variable. Donc, on peut trouver des salinités de 0 à 35, 37. On peut trouver une turbidité énorme, comme ici dans la Gironde. On peut trouver des différences de température beaucoup plus accentuées que dans la mer. Donc, ce sont surtout des espèces qui sont très tolérantes par rapport au changement. Donc, elles s'adaptent bien à un milieu qui est tout le temps en changement. Et ce n'est pas au niveau des saisons, c'est même dans un cycle de marée. Donc, on a l'eau qui monte, qui descend, qui fait changer la salinité. Donc, ce cycle, c'est très accentué dans les estuaires et les espèces doivent s'adapter facilement à ça. Après, il y a peu d'espèces qui font tout le cycle de vie dans les estuaires. Donc, ce sont des espèces qui ont des adaptations, par exemple les petits gobies qui pondent des œufs qui sont gélatineux et qui s'accrochent à des pierres, ou des coquilles d'huîtres, etc., pour pas qu'elles sortent de l'estuaire, par exemple. Et la plupart des espèces qu'on trouve dans les estuaires sont des espèces soit d'eau douce, soit marines, qui viennent juste bénéficier de ce que l'estuaire a à offrir, notamment la nourriture. Okay. Et l'estuaire de la Gironde, il a une particularité dans ces changements, c'est qu'il y a le Mascaret, il y a l'océan qui remonte. Tout à fait. Est-ce que ça crée des spécificités précisément dans cet estuaire-là? Oui, c'est très particulier déjà parce que c'est un des plus grands estuaires de l'Europe. Après, c'est la turbidité. C'est pas commun avoir le niveau de turbidité qu'on a dans la Gironde. Est-ce que vous pouvez définir la turbidité? Oui, justement? c'est la couleur de la Gironde, vous la connaissez. C'est pas un estuaire. Les eaux, elles sont pas transparentes, donc il a des particules en suspension dans l'eau. Sont surtout des sédiments, des argiles que à chaque marée, elles remontent dans l'eau et qui fait que l'eau, elle soit un peu marron, vraiment marron. Et que donc notre visibilité dans l'eau, elle est très réduite. Ça entraîne aussi des problèmes, entre guillemets, pour les poissons. Il faut qu'ils tolèrent ce taux de matière en suspension dans l'eau, notamment au niveau de la respiration par les branchies, etc. Donc après, au-delà de ces caractéristiques un peu naturelles, il y a aussi beaucoup de pressions humaines dans l'estuaire de la Gironde. Donc pollution, il a des événements de manque d'oxygène, surtout à l'été, parce qu'il a une relation très forte avec la température. Donc, la capacité d'avoir oxygène diminue avec la température. Et donc, on a des épisodes, ce qu'on appelle d'anoxie. Donc, ce sont des périodes pour lesquelles il n'y a pas trop d'oxygène dans l'eau. Et les poissons, en général, ils peuvent bouger, donc ils vont ailleurs. Mais des organismes qui sont leur proie, sont des vers, des coquillages, etc., ils n'ont pas cette possibilité. Et justement, quels changements avez-vous observé sur ces populations et leurs écosystèmes au cours de ces 5 dernières années? Alors, il y a un changement, un peu de tendance, comme on discutait sur les changements climatiques. Donc, il y a des espèces qui sont typiques plutôt des zones plus au sud, que sont plus abondantes maintenant qu'auparavant. Il y a aussi des espèces qui aiment plus les eaux froides qui disparaissent. Donc, ça ne veut pas dire qu'elles disparaissent complètement, mais elles sont plus au nord. Et après, il y a d'autres pour lesquels il y a des cycles très irréguliers, en fonction un peu des conditions. Donc, s'il y a des événements liés au patron de pêche, par exemple, qu'on peut avoir au cours des décennies, ou la pollution, comme on avait dit. Okay. On parle beaucoup des menaces qui pèsent sur les espèces en pleine mer. Enfin, nous, on est quand même assez... On en entend parler beaucoup, mais très peu des espèces des estuaires, en tout cas qui côtoient les estuaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et pourquoi c'est important de préserver cet écosystème particulièrement? Alors, au-delà de cette variabilité naturelle des estuaires, ils sont des écosystèmes très, très importants. Donc, écologiquement, on a une production primaire très élevée. Ça veut dire que par mètre carré, on va produire beaucoup de plantes, de algues, de nourriture pour les poissons. Donc, ce sont des écosystèmes très productifs. On estime qu'une grande
pourcentage des espèces qu'on pêche ont une liaison aux estuaires. Donc ça veut dire que la plupart des espèces qu'on font le commerce en fait pour notre consommation sont un peu dépendantes au bénéfice des écosystèmes estuariens. Donc il y a aussi des travaux un peu faits au niveau à l'échelle globale qui traduisent la valeur d'un estuaire en dollars ou en euros. Je n'aime pas trop ces approches, même si elles sont importantes comme moyen de communication pour montrer à quelqu'un que pour qui le dollar ou euro, ça veut dire quelque chose. Mais en tout cas, c'est surtout l'importance écologique qu'il faut remarquer. Est-ce qu'il y a des solutions pour préserver cet écosystème en tant qu'individu ou même dans la société Oui, bien sûr. Donc, d'une part, la connaissance et les études scientifiques, c'est important. Comme ça, on a quand même des documents, des pistes sur ce qui se passe dans ces environnements. Et après, il a, je dirais, une boîte à outils pour intervenir. On peut créer des aires marines protégées ou des aires protégées dans les estuaires. On peut faire des plans pour polluer moins, pour traiter les eaux. On peut gérer le trafic maritime ou n'importe. Donc l'action humaine, elle peut être maîtrisée, elle peut être gérée. Et ça, c'est très important pour éviter un peu les impacts sur ces écosystèmes. Est-ce que vous connaissez certaines actions qui sont déjà mises en place, justement ? Oui, et il y a souvent... sont un peu timides dans le sens que, par exemple, il y a pas mal de réserves ou des aires marines protégées. Mais si on va voir qu'est-ce qu'on peut faire dans ces aires, en fait, on peut presque tout faire. Donc, c'est comme un périmètre qui a un timbre à dire c'est une zone protégée, mais dans la pratique, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut contraindre un peu l'action humaine. C'est toujours délicat, donc ce n'est pas le rôle du scientifique de le faire, mais c'est juste d'alerter, de donner les données scientifiques, les faits scientifiques pour aider à mieux gérer ces écosystèmes. Et est-ce que le fait de mettre des aires protégées dans des zones délimitées, est-ce que c'est réellement utile, étant donné que vous avez dit que les poissons ils passent de l'océan à l'estuaire, ils changent énormément de zones géographiques. Comment ça aide réellement ? C'est une discussion scientifique très intéressante. Donc, on parle souvent de réseaux d'aires marines protégées qui sont plus importants qu'une aire marine protégée. Et surtout, ce qu'on appelle les aires fonctionnelles. Donc, ça veut dire que le réseau d'aires marines protégées, il devrait avoir un lien. Ça veut dire que je protège une zone de frayère, mais il faut protéger la nourricerie, et de façon que un poisson pourrait faire le cycle complet de cette façon. Et ça, on n'a pas beaucoup de tradition à faire. Ce réseau logique avec une logique. Et c'est très difficile parce qu'on peut penser ça pour une espèce, mais pourquoi cette espèce et pas l'autre ? Donc, après, je pense qu'il y a aussi le côté symbolique et le côté numérique. Le symbolique parce que c'est un signe qu'on donne. Si on dit ici, on protège cette zone, on ne peut rien faire. Donc, c'est un signe pour la société, pour les politiciens, etc. Et après, l'écologique, c'est si on protège plusieurs pavés, c'est comme si c'était une allée avec plusieurs pavés. Donc, un poisson, n'importe quel organisme marin, il a quand même quelques endroits où il peut être protégé. Donc, même si entre les pavés qui sont protégés, il n'est pas, mais il a quand même une surface de protection. Et vous pensez que les espèces seraient capables de s'adapter à ce genre de pavage, de savoir où est-ce qu'elles doivent aller pour être en sécurité ou... Pas au niveau non, cérébral, mais oui, mais le fait d'avoir quelques zones où elles ne sont pas pêchées, où il n'y a moins de pollution, etc., je pense que l'effet au niveau population ou écosystème, ça pourrait être bénéfique. Très bien. Merci en tout cas, Enrique, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup. Eh bien, j'ai écouté d'une oreille, et je suis beaucoup plus culturé d'un coup. Merci à vous, le savant. D'une oreille, de toute façon, il t'en reste qu'une, mon pauvre. Ah oui, j'avais oublié. Tiens, regarde, il y a les saltimbanques qui sont arrivés. Ils vont nous jouer quoi encore ? Ils vont nous jouer Animals de Maroon 5.
pas encore. Ils vont bientôt arriver, les saltimbanques. C'est vrai. Le morceau ne fonctionne pas. Donc on va peut-être, je sais pas quoi faire. On va enchaîner ou... Ok, on va improviser. Sinon, toi, ça va Pas de molle? Moi, ça va, franchement, ça va très bien. J'ai adoré l'intervention du savant. Et pendant qu'on y... Est-ce que je peux vous poser une petite question? Bien sûr. Votre travail de chercheur, comment il se compose dans le sens où est-ce que vous avez du terrain dans votre travail? Oui, ça fait partie. Donc, en général, on fonctionne par des projets scientifiques. Donc, on se candidate à avoir un financement pour un certain projet qui, en général, comprend une partie de terrain, donc aller en mer, faire des recherches, une partie un peu laboratoire, donc on va avoir les échantillons qu'on va ramasser, et après une partie de valorisation des résultats, de faire des publications scientifiques ou la diffusion pour le grand public, comme c'est le cas. Et cette partie de recherche, justement, de financement et de projet, est-ce que c'est une partie qui est importante dans votre travail? Oui, cette partie, elle est très importante. Donc, en général, il faut faire beaucoup de propositions pour avoir quelques-unes. Donc, il a un rapport nombre de candidatures qu'on soumet et le nombre de financements qu'on a. Mais bon, on a l'habitude de le faire. C'est naturel. Ça dépend beaucoup des contextes un peu du moment, des thématiques qui sont plus... plus ou moins à la mode, j'ai envie de dire. Exactement. Oui, il a des modes en sciences. Oui. Oui, tout à fait. Et juste... Merci d'avoir Merci répondu à à ces vous. quelques questions supplémentaires. Merci encore. Merci. Oh, à bientôt. Walking through the dream, yeah. Joy and sorrow, walk with me, yeah. I'm soft to the bone, I follow the phone. Deafening thunder, younger, the smile on my face, washing away my lifelong companion, coming through the pain.
De la bonne musique de chambre qui nous... De la bonne musique de chambre qui nous ont joué les autres. Allons, Blue, pirate savant, qu'as-tu à nous dire de ton dernier voyage? Tu n'étais pas parti à la chasse à la baleine sur le baleinier Pécode avec ce maudit Ahab? Sacré bleu. Non, bien heureusement. Je suis pirate et un savant. Après avoir pillé les navires de la couronne d'Espagne, j'étudie maintenant les baleines. Et qu'est-ce que t'as de beau à nous dire sur ces monstres marins? Ces monstres marins, comme tu dis, les baleines plus exactement, ne sont pas étrangers à notre espèce. En effet, ce sont aussi des animaux qu'on classe chez les mammifères comme l'espèce humaine. Ils possèdent aussi des poumons et doivent remonter à la surface régulièrement pour se réapprovisionner en oxygène. Les baleines appartiennent à l'ordre des cétacés. Il nous ressemble un peu, oui. J'ai entendu dire qu'elle vivait très longtemps, c'est vrai? Je te remercie déjà pour ta question, camarade. Tu me donnes l'opportunité d'approfondir. Oui, certaines espèces de baleines peuvent vivre très longtemps. L'un des spécimens les plus vieux, estimé, a atteint l'âge de 211 ans pour la baleine boréale. 211 ans? T'es sûr t'as pas trop bu, toi? Non, je suis totalement sobre. Et oui, 211 ans. Tu te rends compte? C'est énorme. Oui, franchement, si je pouvais vivre autant, je serais super content. Oui, d'ailleurs, c'est quoi leur secret pour vivre aussi longtemps? On peut énumérer différentes raisons à cette grande longévité. Dans un premier temps, c'est une question de métabolisme. Les animaux marins ont en général un métabolisme plus lent, ce qui fait qu'ils consomment moins d'énergie pour leur survie. De plus, chez les baleines, ce métabolisme ne subit pas énormément de changements avec le temps et le vieillissement donc. Intéressant. Et les autres raisons, c'est lesquelles? Il faut savoir que les baleines possèdent un grand nombre de gènes suppresseurs de tumeurs, ainsi qu'une expression élevée de gènes impliqués dans le maintien de l'ADN et sa réparation. Pour citer quelques gènes impliqués dans la résistance au vieillissement et au cancer chez les baleines boréales, on peut citer les gènes ERCC1, HDASC1 ou encore le gène HDAC2. D'autre part, les cétacés possèdent un taux de mutation très lent, ce qui favorise leur longévité et permet d'éviter bon nombre de maladies. Merci beaucoup pour ces précisions, Blue. C'est vraiment enrichissant tes explications. Avec grand plaisir. Maintenant, la prochaine fois que vous verrez une baleine, vous pourrez penser à ce trésor du vivant qui peuple cette belle terre. Oui, je tâcherai d'y penser. Génial! Je serai pas inutile au moins. Tiens, après ces belles paroles, je t'ai préparé la boisson du chef. Tu m'en diras des nouvelles. Waouh! Merci beaucoup. C'est vrai qu'avec toutes ces explications passionnantes, ça m'a vraiment donné soif. Régale-toi, Blue. Celle-là, c'est la maison qui offre. A plus. Émilie, viens par là. Je vois du beau monde là-bas. Oh, bien vu, capitaine. Patte molle, œil de verre. Ah, voilà les inséparables. Comme d'habitude? La même. Sers-nous de ton bon rhum qui réchauffe les entrailles. Tout de suite, mon capitaine. Capitaine, vous n'êtes pas le capitaine? Pas depuis notre dernier voyage. L'amiral Fleet t'a promu Bonnie capitaine. Qu'est-ce que t'as fait pour mériter une si belle promotion? J'ai capturé à moi toute seule un gros galion espagnol au large de la Carthagène des Indes. J'ai débarqué sur le pont la première. Après avoir trucidé le capitaine et une demi-douzaine de matelots, ce second m'a... Oui. Et du coup, le putain, ça valait le coup ou pas? Et comment? C'est pour ça que mon capitaine est capitaine. Regardez un peu, des PS5 et des Nintendo Switch. Oula, un magnifique trésor. Ça manque un peu d'or. Bah, on est fan d'animaux marins et encore plus de jeux vidéo. Ça vaut tout l'or du monde. Et les deux réunis, encore mieux. Oh, mais racontez-nous-en encore plus. Alors, dans Animal Crossing par exemple, on peut pêcher des petits poissons sympathiques ou encore plonger pour aller récupérer des crustacés. Mais c'est pas un vrai jeu, ça. Tonnerre de Brest, comment oses-tu critiquer ce jeu incroyable? Sache que c'est grâce à Animal Crossing que je connais toute la faune marine de notre monde. Ah ouais, cite-moi-en pour voir. Alors, pour commencer, la crevette menthe, on peut la trouver toute l'année dans l'océan, de 16h à 9h. Elle est de petite taille et rapporte quand même 2500 clochettes. Des clochettes? Oui, pardon, les clochettes, c'est la monnaie du jeu. Tu peux commencer par nous expliquer ce que c'est ta crevette menthe là, peut-être, non? Oh, que tu peux être impatiente, j'allais y venir. La crevette menthe, ou ski multicolore, est une des espèces aquatiques les plus colorées. Du bleu, du vert, du rose, un véritable carnaval. La crevette menthe a un coude ou marteau qu'elle utilise pour la chasse et se défendre. Elle va frapper ses proies avec une force déconcertante. Elle ne me fait pas trop peur, ta crevette, quand même. Alors sache que chacun de ces coups correspond à une puissance de 400 à 1500 newtons, avec une vitesse de frappe pouvant atteindre les 80 km/h. Briser des carapaces de crabe? Aucun souci. Ok, je vais pas la mettre dans mon aquarium avec mes pauvres petits poissons. Ah oui, ça je ne le conseille pas. Sa frappe est si rapide qu'elle génère une cavitation, elle forme des bulles quoi, ce qui va provoquer un second impact destructeur. En plus, elle est carnivore, donc elle mangerait tes petites bêtes, et accessoirement briser la vitre de ton aquarium et te rendre visite en pleine nuit. Sympa, non?
Bon, on va peut-être changer de sujet, sinon ça va devenir une menthe à l'eau. Très bonne blague. Je peux aussi vous parler du concombre de mer. Alors, j'ai entendu que c'était un parking pour poissons. Dis-moi si c'est pas ce que je pense. Alors, c'est un invertébré de la famille des échinodermes, comme les étoiles de mer et les oursins. Il n'a pas de cerveau, mais il est pas si bête que ça, hein, parce que pour se protéger ou effrayer ses prédateurs, il peut par exemple lancer des fils blancs collants appelés des tubules de Cuvier. Et donc, cette histoire de parking? J'y viens. L'anus du concombre de mer peut parfois accueillir des espèces de poissons qui viennent se réfugier ou le manger de l'intérieur. Mais c'est horrible! T'inquiète pas, il peut les expulser en une contraction très violente de ses muscles, ce qui va par la même occasion rejeter certains de ses organes, mais pas de panique. Les parties manquantes vont ensuite être régénérées rapidement. Le concombre de mer est alors devenu un modèle intéressant pour la médecine régénératrice. Mais alors c'est plus que le pirate savant de tout à l'heure, sacrebleu. C'est pour dire. Ah ouais, pas mal. Mais ça, c'est pour les enfants. Moi, je vais te montrer des vrais animaux marins. Dans Subnautica... Mais c'est pas des vrais animaux marins, ça, hein. Ok, bon, on va dire que c'est des créatures marines, si tu préfères. Donc, la faune de Subnautica est composée d'animaux et de poissons carnivores ou herbivores, mais aussi passifs, défensifs ou agressifs. J'imagine qu'il ne faut pas s'approcher de celles qui sont agressives. Eh bien vu. Dans cette catégorie, on va par exemple avoir le dragon des mers, ou aussi appelé Léviathan. C'est la deuxième plus grande créature de Subnautica et la plus agressive. Son abdomen se termine par 7 longues tentacules verdâtres. Ses yeux sont jaune-orangé, brillants et perçants. Il rôde jour et nuit, il crache des boules de feu. Oula, ça fait peur ton truc. Son cri est puissant et s'entend de loin, c'est une manière de savoir qu'il est présent. Si vous entendez son cri, c'est que c'est déjà fini pour vous. Je préférais Animal Crossing. Mais t'inquiète pas, j'en ai un qui va te plaire. Il s'appelle le câlineur. Oh, le câlineur. Et comme son nom l'indique, il est tout petit, tout mignon et s'attache très vite à vous. Quand vous en rencontrez un, il va vous suivre et vous pourrez jouer avec lui. Tu peux faire des high-five, des tours de magie et évidemment des câlins. Oh, j'en veux un maintenant. Dommage que ça n'existe pas. Tu peux prendre un chien ou un perroquet si tu veux. Hein. Wow, c'est quelque chose en tout cas. Eh, moi aussi je connais des animaux marins fictifs. Hein. Vas-y, je suis tout oui. Alors dans Pokémon, il y a plein d'animaux marins. Hein. Oh là là, c'est reparti avec ces jeux vidéo. Il y a 161 Pokémon de type eau, c'est pas rien. Je peux citer Magikarp qui est un poisson, Sharpedo, un requin, Tentacool, une pieuvre, et je pourrais encore en citer plein d'autres. Mais tout ça pour dire que même dans Pokémon, on retrouve des créatures marines fictives qui ressemblent étrangement à nos créatures à nous. Sinon prenons l'exemple de Starry. Il ressemble beaucoup à une étoile de mer. Il a 5 bras, comme les étoiles de mer, il peut régénérer son corps, comme les étoiles de mer, et il se reproduit de manière asexuée. Comme les étoiles de mer. À moitié, oui. Les étoiles de mer peuvent à la fois se reproduire de manière asexuée, c'est-à-dire qu'un seul individu peut engendrer une descendance tout seul, créant des clones, mais elles peuvent aussi se reproduire de manière sexuée, c'est-à-dire entre un mâle et une femelle, possédant donc un appareil reproducteur différent, ce qui va engendrer un mélange génétique des deux parents. Qui l'eût cru que Pokémon était un jeu si complexe? Et d'ailleurs, dans Pokémon, on peut aussi pêcher des Pokémon à l'aide d'une canne à pêche, comme dans notre monde. D'ailleurs, en parlant de pêche, je connais un jeu qui s'est d'ailleurs pas mal inspiré de nous, Assassin's Creed Black Flag. Ah oui, j'ai même eu un personnage à mon effigie dans le jeu. C'est le premier jeu de la franchise dans lequel on peut utiliser un système d'harponnage. On peut alors pêcher des requins, des belugas, mais aussi des baleines. Bah super, maintenant tout le monde va croire que c'est ok de pêcher des espèces en voie de disparition. Eh ben sache que tu n'es pas la seule à le penser. L'association PETA, pour une éthique dans le traitement des animaux, avait à l'époque de la sortie du jeu dénoncé la pêche à la baleine. Les créateurs du jeu se sont justifiés en disant qu'ils ont créé des graphismes horrifiques, mettant en lumière la torture de ces pratiques pour les animaux concernés. En plus, ils expliquent dans ce jeu que ce jeu est là pour dénoncer les pratiques des pirates de l'époque, qui étaient inhumaines envers tous les êtres vivants. Ben, on n'est pas si méchants que ça, nous. Ça a bien changé des filles, et heureusement. Encore bravo pour ta promotion, capitaine. Revoilà un verre de rhum pour fêter ça. Merci Moussaillon. Et je vous ai même pas parlé des chip-chips dans Mario, hein. Et moi alors? Non, c'est que pour les capitaines. Tiens, revoilà les saltimbanques. Ils vont nous jouer Deep Blue.
En parlant de capitaine, regarde au bout du comptoir, le pirate solitaire, John Rackham. Tu veux dire le pilier originel? Comment ça va, John? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'as beau à raconter? Ah, mes camarades, laissez-moi vous conter une histoire qui sent le sel, le gasoil et la négligence humaine. Car voyez-vous, on croit souvent que l'océan est une immense étendue infinie, qui avale tout ce qu'on lui jette sans brancher. Mais c'est une bien belle fable, ça. Prenons un simple filet de pêche, abandonné dans le flot, une babiole, me direz-vous. Un oubli sans conséquence. Que nenni! On appelle ça un filet fantôme. Et chaque année, ce sont 640 000 tonnes de ces maudits filets qui continuent à piéger poissons, tortues et dauphins, les condamnant à une mort lente et silencieuse. 640 000 tonnes. Mais c'est plus lourd que mon vieux galion de contrebande. Exactement, œil de verre. Et parlons aussi des plastiques, ces maudites bouteilles, ces pailles et autres bricoles qui finissent à la dérive. Chaque année, ce sont 8 millions de tonnes de plastique qui se déversent dans les océans. 8 millions, c'est l'équivalent d'un camion poubelle vidé en mer chaque minute. Et devinez quoi? Ces foutus plastiques se fragmentent en microplastiques. Invisibles à l'œil nu, mais bien présents dans les entrailles des poissons, des oiseaux et même dans notre propre sang. Je savais bien que cette mode des poissons panés cachait un truc louche. Et le poisson dans mon assiette, il a combien de ces saletés? Ah, selon une étude de 2019, plus d'un tiers des poissons pêchés contiennent des microplastiques. Et pour certaines espèces, comme les moules ou les huîtres, c'est encore pire. Jusqu'à 100% d'entre elles en sont contaminées. Une personne qui en mange régulièrement pourrait ingérer jusqu'à 5 grammes de plastique par semaine, soit l'équivalent d'une carte de crédit. Une carte de crédit par semaine? Je peux payer mes tournées avec au moins? Ah, si seulement. Mais attends, mon bon, ce n'est pas fini. Il y a aussi le réchauffement des océans, un vrai poison. L'océan absorbe 90% de la chaleur excédentaire liée au changement climatique, et ça le rend plus acide. Vous voyez ces magnifiques récifs coralliens? Ils blanchissent et meurent à cause de ces acidifications. Depuis 1950, plus de 50% des récifs sont disparus. Et ça ne touche pas que les coraux. Des poissons entiers fuient leur zone de pêche traditionnelle, bouleversant la vie de millions de pêcheurs. C'est bien beau tout ça, mais si les océans sont foutus, qu'est-ce qu'on peut bien faire, hein? Je veux pas finir par boire du rhum saveur pétrole. Ah, heureusement, il y a encore de l'espoir. Parlons des aires maritimes protégées, ou AMP. Ce sont des zones délimitées en mer où l'activité humaine est réglementée pour protéger la biodiversité. Il en existe de différents types, selon le niveau de protection. Protection intégrale, aucune activité humaine n'y est permise. Ces sanctuaires permettent aux écosystèmes de se régénérer sans aucune perturbation. De protection modérée, certaines activités comme la pêche artisanale ou la plongée récréative y sont autorisées sous certaines conditions. La plupart des activités sont permises, mais avec des réglementations pour limiter l'impact sur l'environnement. Ça, c'est les protections partielles. Et ça marche ces AMP? Absolument, pas de molle. Prenons un exemple bien de chez nous, le parc national de Port-Cross, en Méditerranée. Créé en 1963, c'est l'une des plus anciennes aires marines protégées de France. Des études ont montré que la biomasse de certaines espèces de poissons y est jusqu'à 10 fois plus élevée que dans les zones non protégées voisines. Ce surplus de population entraîne un débordement vers les zones de pêche adjacentes, améliorant ainsi la capture pour les pêcheurs locaux. Même une petite différence dans les règles peut avoir un grand effet. Tout à fait. Les bénéfices en matière de conservation et de pêche augmentent avec le niveau de protection. Les captures dans les zones situées entre les AMP sont en outre plus nombreuses lorsque ces zones sont connectées par les dispersions larvaires. Cependant, il est crucial de noter que les augmentations des captures suite à la mise en place d'un réseau d'AMP sont précédées d'une diminution à court terme. Donc pour protéger ces zones peut même aider les pêcheurs? Précisément, c'est un investissement pour l'avenir. En protégeant les zones clés, on permet aux populations de poissons de se reconstituer, ce qui profite à tout l'écosystème et aux communautés humaines qui en dépendent. Alors, si on protège un peu plus, on pourrait voir les océans se repeupler comme un bar à rhum un vendredi soir. Exactement, vieux loup de mer. L'océan est résilient si on lui en donne l'occasion. Mais pour ça, faut pas s'attendre qu'un autre prenne la part. Alors, mes amis, que choisissez-vous? Continuer à ignorer cette tempête qui approche ou hisser les voiles pour protéger nos mers? C'était vraiment très intéressant, John. Tiens une pinte, mais par contre, faudra les payer cette fois. Eh, capitaine, un burger s'il vous plaît. Un bon gros burger. Non, un crabe. Ou non, un poulpe, avec de l'encre. Une étoile de mer, ça se mange? Et devinez quoi, les éponges sont des animaux. Eh bien, Moussaillon, qu'est-ce qui t'arrive là? T'as l'air déprimé. J'étudie un truc que tout le monde s'en fiche. C'est quoi? Le zooplancton. Ah oui, tu m'étonnes, y a de quoi être déprimé. Personne ne sait à quoi ça ressemble, c'est si petit. À part nourrir les baleines, ça sert à rien. Tu te trompes!
Le zooplancton, c'est pas si petit. Les plus gros sont des méduses, les méduses à crinière de lion, et qui peuvent faire 30 mètres de long. Ah oui? C'est gros, mais c'est du plancton? Non, du zooplancton. Attends, plancton ou zooplancton? Le plancton vient du grec planctos, qui veut dire errer. C'est un organisme, un être vivant qui vit dans un milieu aquatique ou marin et qui se laisse emporter par le courant. Donc il ne peut pas nager, ni aller contre le courant, ni s'accrocher à une surface. C'est un mode de vie, pas un groupe distinct d'êtres vivants. Comme toi, John, qui dérive de bar en bar sans accroche. Ouais, sauf que John, il est en capacité de nager, lui, et normalement, il ne vit pas dans l'eau. Le plancton, il est incapable de nager. Comme les méduses? Ouais, t'as capté, toi. Quand le plancton est une sorte de plante, on dit que par contre que c'est un phytoplancton. Et ça, les gars, c'est hyper important. Ça rend l'eau turquoise. Ah, parce que le bleu de l'océan et le vert des plantes, ça fait turquoise. Mais non, parce qu'il renvoie plus l'oxygène dans l'atmosphère que dans nos forêts terrestres. Il est hyper important. C'est comme l'eau de nos prairies, c'est la base de toutes les chaînes alimentaires dans l'eau. Et ben le phytoplancton, il remonte dans mon estime. Et le zooplancton, ce sont des animaux qui ont un mode de vie planctonique. C'est le second niveau dans la relation de qui mange qui dans l'océan. Ils mangent le phytoplancton. Oh les cons. Comme les vaches qui mangent l'herbe en fait. Et mon burger d'ailleurs. Des vaches marines, c'est à ça que ça ressemble au zooplancton? Vous connaissez la série Bob l'éponge? Eh Moussaillon. Oui, capitaine? Qui vit dans un ananas, dans la mer. Bob l'éponge carré. Mais bon, le méchant qui veut voler la recette de ces délicieux burgers du capitaine Krabs, qui s'appelle Plankton, c'est un zooplancton, un copépode. C'est une sorte de mini crustacé cyclope. Un crustacé. Comme la baleine, comme le capitaine Krabs, qui est un crabe. Ouais, et d'ailleurs, les crabes, quand ils sont que des larves, avant de devenir cette forme adulte qu'on connaît, c'est du zooplancton. On dit que c'est un méroplancton parce qu'il ne vit pas en mode plancton toute sa vie. Donc le capitaine est un zooplancton comme plancton, mais lui il est toute sa vie? Ouais, c'est un holoplancton. Si je résume, dans le plancton, il y a le phytoplancton et le zooplancton. Et parmi le zooplancton, il y a le méroplancton et le holoplancton. Ça fait beaucoup de plancton. Et Patrick aussi. Bébé, c'était un zooplancton. Adulte, il ne l'est plus. Il reste accroché au rocher normalement. Du coup, c'est aussi un méroplancton. Et Bob l'éponge aussi, c'est un plancton, c'est ça? Ils sont partout en fait. Non. Les éponges restent toute leur vie accrochées à une surface. Ils ne sont pas emportés par le courant. Mais ils filtrent l'eau pour avoir des micro-organismes, y compris du zooplancton. Ils filtrent. Bon, voilà. Attention, ça va être dur à entendre. Bob l'éponge, dans la nature, il se nourrirait de bébé Patrick, du bébé capitaine Krabs et de Plankton le méchant. C'est lui le méchant! Il faut bien qu'il se nourrisse. Moi aussi j'ai faim, il est où mon burger là? Eh oh, capitaine! Maintenant que le service est fini, qu'est-ce que tu comptes faire? Dormir. Très bien, la belle au bois dormant. Et après? Ça te dirait d'aller danser? Bien sûr, mais quoi? La danse latine. Bordeaux-Montagne organise la 12e édition de la Nuit des danses latines. Au programme, concerts, pistes de danse et buvette. Dis-moi la date, le lieu, et je viens. Je ne manquerai jamais une bachata avec toi. Un grand fou. Ce sera à la Maison des Arts le jeudi 20 février entre 20h et 23h45. Pas d'inscription, mais n'oublie pas ta carte étudiante. C'est noté. Oh, je viens de me rappeler quelque chose. Quoi donc? C'est pas grand-chose, c'est juste que le forum des masters de l'UBM se poursuit ce jeudi 20 février en distanciel entre 18h et 19h30. En distanciel? Mais quelle est donc cette sorcellerie? Rien de bien méchant, t'inquiète pas. Les différents liens en fonction des formations sont disponibles sur le site de l'UBM. Eh bien, j'ai hâte de voir tout ça. C'était une sacrée soirée, dis donc. Riche en apprentissage et en aventure pour nos vieilles carcasses. D'ailleurs, en parlant de connaissances, je crois bien qu'on va en apprendre plus sur la mort de Davy Jones et de comment on peut choper l'assassin qui l'a poignardé en plein cœur. Pour le savoir, rendez-vous le 12 mars à 19h sur Radio Campus Bordeaux 88.1. À dans 2 semaines.
it's happening. Everybody stay calm. What's the Everybody procedure, stay calm. everyone? What's the procedure?